Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment on peut définir des profils dans un projet que vous développez en Spring Boot, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a défini des profils dans un projet en Spring Boot? Euh, je prends l'exemple d'une base de données toujours pour ce cas-ci parce que quand vous développez votre projet ou bien votre tâche en local, vous instanciez une base de données. Donc vous avez une base de données en local dans laquelle vous allez stocker vos données, vous allez lire des données, bien sûr. Quand vous allez finir de développer votre projet en local, vous allez déployer votre projet à minima sur un environnement de production. Ça veut dire que les configurations de votre base de données en local, l'URL, le login, le mot de passe, ne seront pas les mêmes que celles que vous aurez sur un environnement de production. Parce que dans tout projet sérieux, en fait, vous ne pouvez pas mettre les mêmes configurations en local et en production, bien sûr. Ce que je dis en local et en production est valable si vous allez plus loin en ayant un environnement de recettes, des démos, ou alors tout autre environnement qui vous permettra de tester votre projet avant de le mettre à disposition des utilisateurs. J'ai dit ça pour la base de données, je peux dire la même chose pour votre outil qui envoie des mails. Je peux dire la même chose pour votre RabbitMQ ou votre Kafka qui permet la synchro ou bien l'échange des données entre les différentes applications. Je dis ça pour toute application ou bien tout élément complémentaire à votre application que vous aurez besoin de configurer en local pour développer, sur un environnement de recettes pour faire des tests ou un environnement de production. Donc, la meilleure façon de gérer ces paramètres qui sont différents d'un environnement local, recette, production à un autre, c'est de définir donc des profils. L'objectif donc dans cette vidéo, c'est qu'en repartant, vous sachiez donc comment définir des profils et les utiliser sur un environnement ou sur un autre. Ok? On est parti? Bonjour, je suis Achille Bougang, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, dans cette autre vidéo, je propose de voir avec vous, comme j'ai dit, comment définir des profils dans un projet Spring Boot. On va donc instancier deux fichiers. Un pour une base de données qu'on va utiliser en local et un second qu'on va utiliser pour une base de données en production. Vous verrez donc comment on utilise un fichier ou l'autre selon l'environnement sur lequel on se trouve. L'objectif dans ce cas, à la fin de cette vidéo, vous serez plus à l'aise pour manipuler vos variables d'environnement, voilà, d'un profil ou bien d'un environnement à un autre tout simplement. Ok? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, par avance, je vous remercie de bien vouloir vous abonner. L'intérêt de vous abonner, c'est que d'autres personnes comme vous pourront profiter du contenu. Deuxième avantage qu'on a derrière, c'est que moi aussi, ça me motive à continuer à faire des vidéos et voir qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que je propose en fait. Sinon, c'est un peu comme si je faisais des choses qui n'intéressaient pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour les gens qui vont apprendre des choses. Pour eux, c'est le plus intéressant. Ils découvriront de plus en plus la vidéo, bien sûr. Il y aura une sorte d'effet boule de neige. Si vous voulez échanger avec moi en one-to-one, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous. Je réponds toujours à tous les commentaires que vous laissez. C'est toujours avec un plaisir que j'échange avec vous. Deuxième canal, sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver. C'est toujours encore une fois un plaisir de discuter avec vous, bien sûr. Le canal qui est le plus direct aussi, c'est qu'il y a un QR code qui s'affiche là. Vous le scannez et vous tombez directement sur moi et on peut échanger ensemble. Comme je dis toujours, c'est toujours un plaisir. Ok? Dernière chose que j'ai faite là, et puis on se lance dans la vidéo, c'est que j'ai créé une newsletter où je partage à peu près 2 fois par mois des tips, des astuces, des meilleures choses à savoir sur l'informatique et l'entrepreneuriat aussi un peu. Ok? Donc si vous voulez rejoindre la newsletter, le lien est dans la description. Rejoignez-nous bien sûr. On commence à être de plus en plus nombreux. Et puis on pourra échanger comme ça ensemble sur toutes ces belles thématiques-là. Ok? On est parti? Maintenant que vous avez compris ce qu'on veut faire, la première étape pour toute solution, c'est de commencer par générer le projet. Donc je vais donc commencer par aller sur spring.io et générer le projet avec lequel on va travailler. Rien de bien important. Ici, je vais donc aller sur startspring.io. Et ici, je veux un projet Maven. Je vais dire que je veux tech.shilo, bien sûr. Ensuite, je vais dire ici que j'ai besoin de donner un nom à mon projet. Je vais prendre accounts comme ça pour générer un projet pour les comptes d'utilisateurs. Pas de description. Je prends la version 17 de Java. Dans mes dépendances ici, ce que je vais faire donc, je vais rajouter donc du web pour faire du web bien sûr. Ensuite, je vais rajouter Lombok pour gagner quelques annotations. Ensuite, je vais rajouter JPA pour accéder à ma base de données qui sera donc Postgres.
Voilà, donc je vais d'abord laisser ça, normalement ce dont on a besoin, voilà, et je génère mon projet. Alors, je vais le mettre dans formation. Comme on fait du Spring, je vais mettre dans la formation sur Spring, bien sûr. Et ici, dans mes TP, il y a déjà un compte ici que je vais placer dans la corbeille. Placer dans la corbeille, voilà. Et je vais l'enregistrer. À ce niveau, rien de bien particulier. Je vais aller juste dézipper mon projet. Une fois que c'est dézippé, donc, maintenant, je vais prendre mon IntelliJ et puis je vais importer le projet. Donc, IntelliJ, Open. Et je vais aller chercher le projet qu'on vient de récupérer. Je mets le pomme, comme ça il va m'ouvrir ça sous forme de projet. Et donc je récupère comme ça mon projet. À ce niveau, il n'y a rien de bien particulier à faire. Je vais juste laisser qu'il importe mon projet et on devrait être bien. Alors, le temps qu'il importe mon projet, comme on a dit, on veut faire deux bases de données. Une pour le traitement local et une autre pour quand on sera en production. Donc, je vais créer un fichier Docker Compose qui va contenir dans mes deux projets, en fait, tout simplement, mes deux bases de données. Donc, première chose ici, à la racine de mon projet, je vais créer un fichier compose.yaml. Ça, c'est la première chose que je vais faire. Maintenant, comme je fais beaucoup de Docker aussi, je passe par Docker. De même, si vous n'avez pas de notion sur Docker, vous pouvez juste suivre ce que je fais là, ça marche très bien. Si vous avez une base de données locale encore, ça marche aussi, il n'y a pas de problème, sauf qu'il faudra avoir deux instances pour tester ce qu'on veut faire. Si vous ne connaissez pas Docker non plus, j'ai une vidéo dans la description ou bien sur ma chaîne là qui vous permet d'avoir au moins les bases sur Docker. Et comme je dis toujours, je vous recommande d'avoir cette compétence parce que c'est une compétence qui est très recherchée en fait tout simplement dans les entreprises. Ok? Alors, je vais zoomer un peu pour que ça se voit mieux. Ici, je vais dire que je vais mettre des services comme ça. Le premier service que je vais faire, c'est une base de données en local. Donc, local-db. Il faut que je mette dans des images. Donc, je vais prendre une image, je poste Grace. Il faudrait que j'aille voir dans mon terminal ici, j'ai déjà des bases de données. Le temps qu'il démarre, je reviendrai dessus pour préciser la version. Le container name ici, je vais dire que celui que je veux aussi, c'est local-db. Comme ça, ça me permet de savoir quel est le conteneur pour ma base de données locale. Pour les ports, PostgreSQL qui tourne sur le port 5432. Moi, je vais le mettre ici sur le port 5433. Jusque-là, rien de bien particulier. Alors, il faudra maintenant définir un mot de passe. Ici, dans les environnements, là. Je vais mettre une variable d'environnement ici. Pour définir, donc, c'est le root password. Pour avoir la bonne variable, vous venez sur up.docker.com. Et une fois là, vous cherchez Postgres. Et vous deviez trouver dans les variables d'environnement, qu'est-ce que j'ai pris moi? Voilà, Postgres password en fait ici. Je vais mettre ça là et je vais l'appeler ici, mon mot de passe c'est local-db. Comme ça, ce sera le route pour me connecter à ma base de données en local. Maintenant, juste ça, ce que je voulais avoir c'est Docker image pour chercher la base de données Postgres en fait. Ouais, dans Postgres, j'ai un 16.3 ici. L'intérêt, c'est que ça m'évite d'aller avoir à télécharger une base de données et de perdre du temps. Moi, je copie ça, je mets ici. Jusque-là, rien de bien particulier. Deuxième chose, je vais dupliquer ce bloc-ci, je sélectionne CTRL-D. Et ici, je vais mettre ici prod.db pour la production. La même chose ici sera prod.db. Et ici, c'est 5434. Et ici, ce sera donc prod.db. Jusque-là, rien de bien particulier. J'ai mes deux bases de données ici. D'accord? Alors, il me reste juste à mettre un admineur ici pour accéder à l'IHM de ma base de données. Donc, je vais leur mettre un conteneur que je vais appeler IHM-db. Et ici, je vais leur dire ici que mon image, ce sera admineur cette fois.
Et quand je dis que c'est admineur, il me faut la version encore aussi. Donc je vais donc dire ici que cette fois-ci, je cherche la même chose, mais je grep sur admineur. Je prends la 481 standalone ici parce que je l'ai déjà en local. Ok. Container name, bien sûr. Ce sera donc IHM-DB. Et enfin, je vais mapper les ports. Je vais mettre 54 35. Et ici, on a dit qu'on voulait avoir le 80-80 parce que c'est admineur, du moins, écoute sur le port 80-80 et puis j'ai besoin sur l'extérieur d'avoir le port 54-35. Comme ça, je n'ai pas de conflit avec d'éventuels ports sur mon serveur. À ce niveau, j'ai donc créé ma base de données de prod, donc je simule comme si j'étais en production. Et enfin, j'ai mon IHM ici qui me permet d'accéder aux deux bases de données en même temps. Donc, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais juste venir ici, faire un docker compose app-d. Comme ça, va me redémarrer mes trois instances et puis elles sont disponibles, j'ai accès à mes bases de données. Jusqu'à là, rien de bien particulier. Donc, je vais venir ici dans mon projet. Je vais d'abord faire comme si je n'ai pas de profil à gérer. Ça, c'est le cas le plus simple. Et puis, on verra ensemble comment on fait pour transformer ça en profil, tout simplement. Je vais venir ici. Je vais leur dire ici que je vais d'abord me connecter à la base de données qui est en local parce que comme je travaille sur mon ordinateur, je pars d'abord de ma base de données en local, bien sûr. Donc, je vais leur dire ici que c'est Spring Data Source URL et c'est JDBC 2.PostgreSQL. PostgreSQL, voilà. Et localhost. On a dit 5433. Et je vais créer une base de données que je vais appeler account pour stocker mes comptes dedans. Même chose ici, je vais leur dire ici que c'est Spring Password pour le coup. Data source password ici, ce sera, on a dit que c'était local-db. De même, ici, ce sera dans mon username qui sera Postgres, voilà. D'accord. De plus en plus, j'aime bien, même pas, je conseille toujours de versionner vos API. Vous pouvez faire ici un serveur, contexte passe, et vous dites que la version c'est V1. Comme ça, tous vos URL vont commencer par V1, ou bien API V1, c'est vous qui choisissez le préfixe que vous mettez derrière, tant qu'il y a une version, c'est le plus important pour nous. Jusque-là, rien de bien particulier, donc je peux donc venir m'attaquer dans mes classes ici rapidement. La classe qui m'intéresse ici, c'est la classe account. D'accord. Donc, dans mes accounts ici, ce que j'ai, c'est quoi? J'ai donc une entité qui sera donc dans une table que je vais donc appeler account. Comme ça. Ici, je vais mettre un all A constructor pour avoir tous les constructeurs de tous mes champs que je vais créer par la suite. Je vais mettre un no A constructor ici. Et ici, je vais mettre au final mon getter et mon setter. Comme ça, j'ai mes préfixes pour tous mes champs, il n'y a rien de particulier. Là, il me dit qu'il ne connaît pas l'ID, donc je vais lui dire ici que c'est un champ privé qui est de type entier, qui s'appelle ID bien sûr. Ici, je vais lui dire que ça c'est l'ID. Et je vais lui dire ici que je veux que on me génère mes valeurs, du moins que la base de données s'occupe de donner des valeurs à ma base de données. Ok. Je vais mettre identity comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ok. Donc je vais dire ici que je vais en private cette fois-ci, string, et puis c'est un username qui en réalité sera un email bien particulier. Et à la fin, je vais dire que ici c'est un mot de passe que je vais fournir. Donc voilà comment vous créez dans votre entité. Jusqu'à là, rien de bien particulier. Si vous avez suivi mes vidéos sur Spring, c'est les mêmes choses que je fais. Donc je vais donc créer cette fois-ci ici un account. Et puis ça c'est mon repository.
En réalité, c'est une interface qu'il faut mettre. Donc, je vais mettre interface comme ça. OK. Et je vais leur dire que ça hérite de CRUD repository. Voilà. Vous mettez JPA repository ou CRUD repository seront comment dire ça, c'est de l'héritage. C'est le niveau d'héritage qui vous intéresse le plus. Et ici, je vais donc dire ici que celui qui m'intéresse, donc ce sera donc account. Et ici, ce sera donc intègre le type de la clé primaire. Jusque-là, rien de bien particulier. Maintenant, ici, je n'ai rien à faire. Je vais juste aller maintenant créer rapidement un service. New Java class. Ici, c'est account service. Et donc, même chose ici, je vais leur dire que c'est un service, bien sûr. Et je vais leur dire ici que j'ai besoin du all constructor. Voilà. Première chose dont j'ai besoin ici, c'est de récupérer mon repository qui est dans account repository. Et ici, c'est dans account repository. Deux choses que je vais faire, c'est créer un compte. Et deuxième chose que je vais faire, c'est lister tous les comptes. Rien de bien compliqué jusqu'à là pour notre besoin. Donc là, je vais leur dire ici que je vais méthode publique qui ne retournera rien et qui va faire en create tout simplement. En entrée, on va prendre un account à créer. Et ici, on va leur dire ici que 10.account repository. Save. Et c'est account. Jusque là, rien de bien particulier. Je vais dupliquer ça parce que je vais rien faire d'autre que faire un search pour récupérer toute ma liste. Avec un R, c'est beaucoup mieux. Et ici, je leur dis ici que ça, c'est un find all. Là, il me sort un iterable. Moi, j'ai besoin d'une liste. Pour ça, je vais venir ici. Je vais changer ça en JPA repository, ça ira mieux. JPA repository, parce qu'il a un find on lui qui se permet de retourner une liste en fait. Donc, je viens changer ici en JPA repository. Et donc, je vais enlever cet import-ci qui ne me sert à rien. Et donc, une fois que j'ai dit ça, donc, je vais en faire un return de ça. Et ça, c'est donc, il me demande de faire que search retourne une liste d'account. Jusque là, c'est bien. Ok. Je vais copier ma classe là, puisque c'est à peu près la même chose que je vais faire dans mon constructeur, dans mon contrôleur, pardon. Et je vais changer ça juste par contrôleur. Dans le compte, j'avais mis, voilà, password, c'est bien. À ce niveau, rien de bien particulier. Je vais juste rajouter maintenant mes méthodes ici. Ça, c'est un get mapping. Et ça, c'est un post mapping. Ici, ce sera un account service. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est un create que je vais appeler par contre ici. Et ça, c'est le search que je vais appeler. Voilà. Donc là, j'ai mes deux méthodes qui sont faites là pour récupérer mes requêtes et pour les traiter. Il faut juste que je dise ici que ça, c'est mon request body. Comme ça, il me récupère mes données directement. Par contre, ça, c'est un REST controller qui va faire un request mapping. Ça veut dire que lui récupère toutes les requêtes qui commencent par account. Et donc, ici, là, je vais donc dire ici que ce qu'on consomme, c'est media type. Application JSON value. Ça, c'est bien. De même, ici, ce qu'on fait en produce, c'est la même chose.
Voilà. Donc là, j'ai mes utilisateurs. Par contre, ici, il faudrait que, juste dans mes propriétés, que je rajoute une propriété ici qui dit que quand on démarre ma base de données, on crée mes tables directement parce que je ne veux pas les créer moi-même. Donc je vais leur dire ici, DDL Auto, je vais faire un drop create. Chaque fois qu'on démarre ma base de données, je veux qu'on supprime les tables existantes et on les recrée de nouveau. Jusque-là, rien de bien particulier. Ça m'évite d'avoir à faire un script SQL pour recréer ma table et puis comme ça pouvoir l'utiliser bien sûr. Jusque-là, rien de bien particulier. Tout s'est bien passé. Je peux donc démarrer mon projet. C'est là qu'on sait aussi tout s'est bien passé. Enable Language Processing pour qu'il me utilise mes annotations sans problème. Et on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il me dit que contexte passe... Ah, pardon. Ici, c'est un /v1. Voilà. Par contre, il faut que j'aille d'abord créer mes tables dans mes deux bases de données, sinon ça ne va pas marcher. Donc, mes bases de données, pardon, dans mes deux instances, sinon ça ne va pas marcher. Donc, pour ça, je vais donc venir me connecter au localhost 5435. Qui est lié à Chien pour accéder à ma base de données. On a que la base de données c'était PostgreSQL. On a dit qu'on voulait se connecter d'abord au local-db. Postgre, même chose. Ici c'est local-db. Et donc je vais donc créer ma base de données ici que je vais appeler donc account. Je vais faire la même chose ici pour la prod. Postgre et puis prod-db. Comme ça, quand j'en aurai besoin, j'aurai déjà mes éléments de créer. Voilà, j'ai mes deux bases de données de créer. Je peux donc revenir maintenant ici, démarrer mon projet. Là, mon projet est démarré sur le port 80-80. À ce niveau, il n'y a rien de bien particulier. Je vais donc faire mes requêtes rapidement pour créer mes entités. Donc ici, à la racine de mon projet, je vais donc créer un fichier que je vais appeler queries ou bien account, c'est plus simple. Si vous n'avez pas la version payante d'IntelliJ, vous ne pouvez pas faire ce que je fais là. Vous pouvez utiliser Postman aussi, ça marche de la même manière pour faire vos requêtes. Ok. Donc je vais faire un post type request. Jusque là, rien de particulier. Je dis ici que je vais faire un localhost 80-80. J'ai besoin du V1. Et ici, j'ai besoin de account. Et autre chose que je vais donc venir faire ici, c'est récupérer donc l'email. achille.mbougang@chilo.tech. D'accord. Et ici, mon password, c'est test. Je vais créer mon utilisateur. 200, tout s'est bien passé, rien de bien particulier. Donc je vais venir récupérer la même requête ici, la mettre ici en dessous des 3 slash là, et faire un get cette fois-ci par contre, et je vais donc dire ici que cette fois-ci par contre c'est un accept. Voilà. Donc voici l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure qui allait se stocker dans la base de données. Si je crée un deuxième ici par exemple, je ne suis pas encodé le mot de passe bien sûr, vous le doutez, c'est juste pour tester ce que je fais. Donc il m'a créé mes utilisateurs, et là quand je récupère mes utilisateurs ici, vous voyez donc j'en ai 3 parce que j'ai cliqué 2 fois sur le bouton tout à l'heure, mais bon, voilà mes utilisateurs qui sont disponibles. Ok. Donc ça c'est le cas de base, ça veut dire que grosso modo on a créé nos utilisateurs et tout s'est bien passé. Maintenant ce que je vais donc faire, c'est vous montrer tout simplement comment on utilise les profils. Ok. Donc maintenant comment on va créer les profils. Première étape pour nous, c'est de dire qu'on veut avoir un fichier qui nous représente les propriétés en production et les propriétés en local. Pour ça, je viens dans mon SRC ici, Application, dans mes ressources ici. Je vais donc créer un nouveau fichier, ou même deux d'ailleurs,
que le premier, je vais l'appeler application local. Point properties, comme ça. Donc, ça c'est ma application-local.properties. À ce niveau, rien de bien particulier. Deuxième chose ici, je vais copier, je vais créer un nouveau, c'est très simple. Application-local, pardon, -prod cette fois-ci. Non. Donc, j'ai fait un refactor, rename rapidement. Application-prod. Properties. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Déjà, toutes les propriétés communes, on va les laisser dans l'application global. Et il y aura une surcharge des informations dans dans le fichier de l'environnement, tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qui est particulier là? Ici, on a le Spring Data Source Password qui n'est que pour le local. Ce n'est pas le même en production. Donc, je vais le mettre ici en local. Et pour la production, donc, je vais donc venir mettre ici mon prod-db. De même, ici, l'URL n'est pas la même. Donc, je vais donc copier ça. Et je vais venir mettre ça ici en production d'abord. Ça, c'est la prod, voilà. Sauf qu'ici, on a dit que c'était le 34. Voilà. Et ici, on a dit que ce sera le 33 toujours. Ok. Je peux même laisser ça ici, il n'y a pas de problème. Ce sera la valeur par défaut. Et cette valeur par défaut sera surchargée par les différents environnements. En fait, ça veut dire que, comme j'ai mis ici 5433, quand ce sera en production, automatiquement, les propriétés vont se surcharger par héritage. Donc, il va donc prendre la propriété qui est non dans la 5434, bien sûr. Ok. Donc, voilà comment ça marche. Vous allez donc créer dans deux fichiers et puis vous allez les utiliser. Comment on utilise? Le plus simple, c'est de dire, ici, vous voulez dire que le profil qui est actif, par contre, ici, pour nous, c'est la prod, par exemple. On a testé par le local, je vais faire la même chose pour la prod. Si je relance mon projet, il va me créer mes tables dans ma base de données et ici, il va vous dire cette fois-ci que le profil qui est utilisé, c'est dans le profil prod. C'est là où c'est intéressant. Il faut bien vérifier ici que le profil qui est actif dans le profil de prod, ça veut donc dire qu'il allait chercher vos propriétés dans le fichier application-prod. D'accord? Si je relance plutôt celui-ci, du moins si je dis ici que le profil à utiliser, c'est plutôt le profil local, voilà. Il va donc vous permettre donc de le faire. C'est comme ça que ça vous permet donc de switcher les variables selon l'environnement sur lequel vous êtes. Que vous soyez en production ou en local, vous pouvez donc comme ça choisir d'aller sur un fichier ou sur un autre tout simplement. Et vous allez voir ici, le profil cette fois-ci c'est local. Donc, comme je suis en local, rapidement, je vais d'abord créer mes accounts que j'ai fait tout à l'heure. Ici, je vais faire ma requête. Il a créé mon utilisateur. Quand je fais mon get ici, il m'a créé encore un utilisateur, ça fait 2. Donc là, il m'a créé un des utilisateurs. Parce que j'ai supprimé ma table et puis j'ai recréé derrière sans problème. Maintenant, ce que je peux faire, c'est revenir donc modifier mon profil qui est là. Il est où? Là, voilà. Et je vais donc dire que c'est le prod. Je vais arrêter et redémarrer. Comme ça, on va voir comment ça marche. Là, il a dit qu'il a pris la prod. Jusque-là, rien de bien particulier. Donc, pour la prod, ici, je vais venir dans ma requête ici. Je vais plutôt mettre, pour que ça se voit mieux, au lieu de laisser, je vais mettre un prod comme ça. Voilà. Comme ça, on saura voir la différence assez vite. Je vais donc pouvoir donc démarrer mon projet. Hop. Et là, c'est parti. Je vais exécuter mon projet. Jusque-là, rien de particulier. Je mets par un prod 2 ici. Je vais exécuter mon projet. Et quand je refais ma liste, hop, il fait que me taper 2 fois les éléments. Voilà. Donc, je mets 2 éléments parce qu'il m'a pris 2 fois ma requête ici, en rien de bien particulier. Donc, ici, si je reviens dans account prod.db, là, que j'actualise ma page, il faudrait que je revienne me reconnecter. Prod-db pour le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Dans mon account ici, dans ma table, afficher mes données. Ouais, donc j'ai mes prods qui sont bien là de créer. Et si je reviens, j'actualise ma page ici et que je vienne dans mon local DB, dans account ici,
Ah oui, comme il a redémarré mon projet, il m'a supprimé mes données dans l'autre table. Donc, je vais être obligé de refaire la même chose en changeant. Comme j'ai à ma table ici, je vais donc juste ici, je ne vais pas dire créer drop. Ici, je vais donc juste dire que je veux qu'il valide chaque fois ma table pour être sûr qu'on est bien. Je vais donc pouvoir redémarrer mon projet. Par contre, j'ai redémarré en prod, comme s'il va me supprimer et il va recréer mes données. Là, il me dit que dans le validate, je n'ai pas ça. Ici, c'est voilà, update. Comme s'il va créer mes tables si ça n'existe pas. Désolé pour la manip. D'accord. Donc, prenez le update qui va créer les tables si ça n'existe pas, sinon il met à jour, en fait, tout simplement. Allez, ça c'est bien. Donc, ici, on a dit que on fait rapidement une requête là. Ça, c'est notre prod. Là, il a créé l'utilisateur et je vais vite venir modifier dans mon application properties ici, qui est mon local. Et si je relance mon projet, je vais faire une requête cette fois-ci sur, pardon, local. Et quand je vais exécuter ma requête, il allait chercher local. Donc ici, nous sommes en local. Là, je vais actualiser ma page. Vous allez voir dans Account ici. Là, il m'a mis dans mon utilisateur en local qui est bien mon 5435 ici, mais qui allait sur Account ici. Et il allait chercher le local-db là. Voilà, c'est ça que je voulais voir. De même, si j'actualise ici, j'aurai le prod en fait. Okay. Donc voilà comment vous allez pouvoir définir les propriétés selon l'environnement sur lequel vous êtes et les utiliser sans problème. Alors, on va un peu améliorer tout ça. Vous voyez que chaque fois que je dois utiliser un environnement, je suis obligé de revenir dans mon application properties ici et rajouter l'environnement moi-même. C'est pas, comment ça, c'est pas dynamique, voilà. Dans la bonne pratique, par exemple, si je suis IntelliJ, ce n'est pas de mettre ça ici, c'est de l'enlever là. Et tout en haut ici, vous avez une flèche là, juste à côté du nom de votre projet en fait. Là, il faut prendre cette flèche là. Vous faites Edit configuration. Et ici, vous pouvez donc rajouter le profil qui est actif en fait. Ça c'est quand vous avez la version qui est payante. Sinon, vous pouvez extendre ici comme ça là. Et vous pouvez donc comme ça définir votre propriété en fait. D'accord? Je vais mettre mon profil ici comme étant local par exemple. Je vais faire OK. Si je redémarre mon projet, il faut toujours regarder dans les logs de votre application. Ouais, il prend le local cette fois-ci. D'accord? De même, ça évite d'avoir à mettre ça dans les propriétés de votre application chaque fois, en mettant ça directement dans votre éditeur de texte. Parce que plus tard, vous pourrez aussi passer ça en ligne de commande au démarrage de votre projet tout simplement. Donc, Edit, configuration ici, je vais mettre plutôt prod. Automatiquement, il va savoir que c'est le fichier application-prod qu'il faut qu'il aille utiliser. Donc, je vais démarrer et puis on est bien. Vous allez donc voir ici, cette fois-ci, il m'a pris le prod en fait. D'accord. Si vous ne mettez rien, par contre, il va vous dire qu'il prend le profil par défaut. Donc, si j'enlève ça, je fais un apply, OK, et que je relance mon projet. Il va vous dire qu'il prend le profil par défaut, en fait, qui est donc juste l'application properties, en fait. Et bon, ça ne pourra pas marcher parce que les propriétés de configuration ne sont pas les mêmes, ne sont pas bonnes. En gros, il n'y aura pas de login, il n'y aura pas de mot de passe. Donc, c'est comme ça que vous pouvez en faire les choses. Alors, si vous voulez utiliser le profil par défaut, ce qui n'est pas une bonne pratique d'ailleurs, vous ramenez juste le mot de passe, le login et le mot de passe ici dans l'application properties et ça marche. Mais il vaut mieux splitter en deux, comme ça, comme ce serait sur un environnement ou sur un autre, vous n'aurez pas de problème. Parce que quand vous allez être dans votre projet, pour Git, vous n'allez pas embarquer ces fichiers-là. Il faut les ignorer. Le tiret local, le tiret prod, en fait, il faut les ignorer, en fait, tout simplement. OK? Donc voilà comment ça marche. Et ça vous permet donc de modifier les choses. Pour finir la vidéo, je vais rapidement vous montrer aussi comment vous pouvez modifier par exemple le niveau de log de votre application selon l'environnement sur lequel vous êtes. Parce que quand vous êtes en local, vous pouvez mettre plus de logs pour débugger votre application. Mais quand vous passez en production, vous n'avez pas besoin d'avoir autant de logs en fait. OK? Donc je vous montre ça rapidement. Avant de se lancer dans le code là, ce qu'il faut comprendre avec les logs, c'est qu'il y a grosso modo 6 niveaux de logs. Vous pouvez choisir dans le niveau qui vous intéresse en fonction de votre besoin. Du plus verbeux au moins verbeux, grosso modo. Ce qu'on a le plus verbeux, c'est trace. Grosso modo, il va vous tracer tout ce qui est dans votre projet et il vous donnera plus de logs en fait, grosso modo. Et ça pourra donc surcharger comme ça votre outil de gestion de logs. Le moins verbeux après le trace, tout simplement, c'est le debug.
Donc vous allez pouvoir dire en mode debug, vous allez pouvoir débugger les variables et voir ce qu'il y a dedans par exemple, ça peut être assez intéressant. Au-dessus de ça, vous avez le info. Sachez que quand on dit par exemple que info, vous allez afficher des informations. Si vous partez à un niveau de qu'on appelle info, tout ce qui se passe en debug et en trace ne vous sera pas affiché. Donc du coup, plus vous montez dans la hiérarchie, moins vous avez d'informations en gros. Donc c'est vous qui allez choisir selon l'environnement ce que vous voulez avoir. Au-dessus du info, donc, vous avez le warn. Le warn, grosso modo, c'est celui qui va vous dire en gros, attention, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Par exemple, quand une librairie est dépréciée, des choses comme ça, que vous devez faire des mises à jour, le warn est là pour vous le rappeler en fait. D'accord? Au-dessus du warn, vous avez le error. Quand il y a une erreur, en fait, il va vous dire en gros que dans votre projet, il y a une erreur, et puis vous aurez les informations, en fait, tout simplement. Ok? Et quand vous allez donc arriver au plus haut, vous allez avoir ce qu'on appelle le fatal. C'est-à-dire que vraiment là, vous avez atteint vraiment le niveau suprême, en fait. Pour chaque niveau de log, pardon, il y a des couleurs aussi qui vous permettent de voir, de faire plus attention. Par exemple, le trace, le debug, le info, les couleurs sont souvent en vert. Et à ce niveau, vous voyez, ça, il n'y a pas de problème. Le warn, c'est souvent en jaune, ou bien en orange, en fait, à peu près. Le fatal et le error, ou bien le error et le fatal surtout, ils sont toujours en rouge. Donc voilà les 7 niveaux de log que vous pouvez utiliser dans votre projet, bien sûr. Ok? Maintenant que j'ai dit ça, ce qu'on va pouvoir en faire ici, c'est qu'on va dire, par exemple, nous, pour un projet, quand on est dans le local, on va pouvoir dire qu'on veut le niveau de log qui est à trace, par exemple. Je leur dis ici que ça, c'est logging level. Je leur dis que pour tout le code qui est dans Org Spring Boot, par exemple, Spring Framework, que ce soit le web, le security, le JPA, tout le reste, dès que ça commence par Spring Framework, en fait, là, moi, je veux que tu mettes une trace dessus. Du moins, qu'on log au niveau de trace, en fait. Jusque-là, rien de bien particulier. Ici, je vais donc redémarrer mon projet en disant que moi, je veux qu'il démarre en local. Comme ça, je pourrais voir le niveau des traces. Vous allez voir quand on redémarre le projet, ouais, donc ici, on a trop de logs. C'est un peu normal parce qu'on a dit qu'on voulait le trace. Donc, il va prendre le trace, tout ce qui est au-dessus du trace en gros, quoi. Dans le trace, le debug, le info, le one, le fatal, le error, du moins le error, le fatal, il va vous prendre tous ces éléments-là. Donc, c'est un peu trop verbeux. N'utilisez ça que quand vous êtes en local pour tester votre projet et voir si éventuellement il n'y a pas de problème. N'allez pas mettre une trace en production, vraiment ça sert à rien. Vous aurez trop d'infos pour rien et le risque c'est que votre erreur se noie au milieu de tout ça en fait. Par contre, nous ce qu'on peut venir faire ici, c'est que dans la production, on va dire ici que notre level par contre c'est on va prendre le level info. Comme ça on ne reste pas sur le debug, on prend au moins sur les informations pour voir ce qui se passe dans notre projet. Et même chose, je vais venir changer ici le profil en prod. Apply prod. Allez, c'est parti. Vous allez voir qu'on aura moins de logs. Vous voyez là, j'ai info, tout ce qui était trace, tout ce qui est debug en fait ne reviendra plus. Le warn par exemple arrive ici parce qu'il vous dit ici là que il y a un warn sur JPA. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Il y a l'info ici, on n'a que des infos maintenant cette fois-ci. Ça nous donne le moins de logs possible et juste les informations qui nous intéressent pour savoir par exemple ici qu'on a démarré sur le port 80, ça nous intéresse de le savoir. Ok? Donc voilà un peu comment vous pouvez utiliser ça au moins pour vos différents logs tout simplement. Encore merci d'être resté jusqu'à présent. Et comme je dis toujours, j'espère que tu ne repars pas bredouille et que tu as appris des choses en fait qui te seront utiles pour la suite. Si tu veux échanger, comme je dis toujours, 3 canaux. Tu laisses un commentaire, je réponds toujours aux discussions. Deuxième canal qui peut être plutôt intéressant, c'est de me retrouver sur LinkedIn. Je suis assez réactif dessus et je poste pas mal de contenu aussi autour de tous ces sujets de tech en fait, bien sûr. Et enfin, troisième sujet, il y a un QR code qui s'affiche là. Si tu le scannes, directement tombe sur mon WhatsApp et puis on pourra directement discuter ensemble sans problème. Ok? Donc n'hésite pas et puis à très bientôt. Prends soin de toi. Merci.